Alors, déjà, merci beaucoup d'être présent pour ce webinaire. Il est 10 heures tout pile. Je vous propose d'attendre encore quelques minutes que les dernières personnes se connectent. On va attendre 2-3 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter à ce webinaire. Alors, il y a encore quelques personnes qui se connectent au fur et à mesure. Donc, voilà, si on va entendre encore un petit peu, le temps que il y a un maximum de personnes pour le début de ce webinaire. Écoute, Elise, je propose qu'on commence. On commence ce webinaire. Alors, eh bien, déjà, nous sommes très heureux d'animer ce webinaire sur les points d'attention de la fonction actuarielle pour 2021. Alors, ce webinaire, et vous êtes très nombreux présents et on vous remercie. Ce webinaire rentre dans une démarche en fait, de partage et d'échange de nos expériences, de présentation de nos constats sur le marché, d'une volonté en fait, de communiquer sur les points d'attention d'actualité. Et ben, tout ça, cette année, était très chargé et on pense que c'était bien de faire un petit point d'attention sur la fonction actuarielle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on est le cabinet Actuelia, qui a été créé en 2013. Nous sommes 3 associés avec David Fitouchi et Franck Boukobza. On est à peu près une trentaine de consultants travaillant sur tous les sujets actuariels, que ce soit de la vie, que ce soit de non-vie, que ce soit de la tarification, que ce soit du provisionnement, que ce soit des calculs d'exigences réglementaires. On travaille avec à peu près une 120 clients et on a à peu près 150 missions différentes sur différents thèmes. Donc voilà. Aujourd'hui, pour faire ce webinaire, nous sommes deux personnes à vous présenter. Donc, je m'appelle Louis-Anselme Delaval, je suis associé au sein du cabinet. Pour faire très vite, mon parcours est un parcours où je suis passé par Mazars Actuariat, où j'ai fait quelques années. Et maintenant, ça fait à peu près 5-6 ans que je suis au sein du cabinet Actualia, travailler sur différentes thématiques actuarielles.
Bonjour, je suis Élise Laurent, je suis consultante senior au sein du cabinet Actuelia. J'ai rejoint le cabinet il y a à peu près 1 an et demi. Donc, j'accompagne différents organismes avec notamment qui sont spécialisés dans l'épargne. Alors, déjà, nous sommes deux intervenants, mais n'hésitez vraiment pas, vous aussi, à intervenir et à poser des questions. Vous êtes plus de 200 personnes à vous être inscrits. Donc, voilà, on est ravis d'avoir autant de personnes inscrites pour ce webinaire. Alors, vous venez d'horizons très diverses. 25% viennent d'organismes hors Union européenne, ce qui prouve l'intérêt, alors principalement des pays du Maghreb pour ces sujets. Et donc, on est ravis de vous compter parmi nous. Vous êtes des spécialistes de la non-vie et de la vie, avec des mixtes et des mutuelles et des organismes non-vie. Vous êtes des professionnels travaillant à un tiers dans la mutualité et à peu près un tiers dans l'assurance chez un assureur. Pour les autres, on trouve tous horizons, on trouve des courtiers, on l'a pas marqué, mais on trouve aussi beaucoup d'étudiants qui se sont inscrits. Et là aussi, encore une fois, on est très content de compter autant d'étudiants parmi nous pour ce webinaire. Donc, voilà, c'est bienvenu. Alors, pour répondre un peu à ces objectifs, nous avons pris le choix de faire un peu de pédagogie. On va essayer de le faire dans toutes nos missions, mais là, on va essayer de le faire pour essayer de rappeler un peu les travaux de la fonction actuarielle. Ces travaux qui sont d'autant plus importants parce que l'année 2020 a été une année extraordinaire. Les conséquences seront encore visibles dans plusieurs années. On a observé une forte volatilité des marchés, des comportements modifiés avec des gestes commerciaux faits par les concurrents, une modification de la cadence de règlement, des demandes de perte d'exploitation nombreuses, une contribution santé à prendre en compte dans les comptes et dans les provisions techniques. Tout cela ajouté à des réformes et des événements extrêmes qui ont eu lieu tout au long de l'année. Face à cette année perturbée, la CPR a beaucoup communiqué. Et donc, dans ce cadre de ce webinaire, on essaiera de faire une synthèse de ces communications, du coup, de ces points d'attention qu'il faudra prendre en compte dans les travaux de la fonction actuarielle. Et on se posera la question, quel est le rôle de la fonction actuarielle dans ce contexte? Alors, le webinaire est organisé en 3 parties. Un rappel rapide des exigences réglementaires pour répondre un peu à ceux qui ne sont pas familiers à l'environnement solvabilité 2. Un focus un peu sur les bonnes pratiques de la fonction actuarielle qu'on a pu avoir au travers de nos missions et les points d'attention pour 2020. Alors, il s'agit de pistes de réflexion, de quelques idées. Il n'y a pas vraiment de fil de conducteur sur toutes les idées qu'on va vous dire. L'idée, ce n'est pas d'être exhaustif, mais c'est vraiment de vous mettre les points que nous, on a identifiés comme points majeurs pour l'année 2021. Donc, tout d'abord, on va faire un rappel des exigences réglementaires. Donc, la fonction actuarielle étant définie dans la réglementation Solvabilité 2, on va d'abord faire un bref rappel sur ce qu'est Solvabilité 2. Solvabilité 2 est une exigence européenne qui est définie selon 3 piliers. Un premier pilier, le pilier 1, où on définit des exigences quantitatives, où on va calculer par exemple son ratio de solvabilité. Le pilier 3, où on va parler plus de transparence, donc c'est-à-dire les rapports aux contrôleurs, au public. Et dans le pilier 2, c'est dans ce pilier-là qu'on va définir la fonction clé actuarielle. Si on regarde plus en détail comment s'organise le pilier 2. Le pilier 2, l'objectif est d'avoir une gouvernance renforcée à travers des acteurs, donc la définition de 3 acteurs, la MSB, qui est l'organe d'administration, les dirigeants effectifs qui dirigent l'organisme au quotidien, et les fonctions clés. Donc, elles sont au nombre de 4. Il y a la fonction clé actuariat, audit interne, vérification de la conformité et gestion des risques. Et ces fonctions clés contribuent à différentes choses. Donc, les écrits, les politiques écrites qui sont les bonnes pratiques de l'organisme, l'ORSA qui est une évaluation interne des risques et qui permet de définir la stratégie de l'organisme, et ensuite des systèmes, donc le système de gestion des risques et le système de contrôle interne.
Alors, face à ces 4 fonctions clés, donc maintenant on a pris un peu l'habitude de les connaître dans vos organismes, mais c'est toujours bien de se rappeler un peu les prérogatives communes de ces 4 fonctions clés. Déjà, c'est un responsable interdunique qui peut s'appuyer sur une équipe, bien évidemment, mais il y aura un seul responsable vis-à-vis du conseil et vis-à-vis de la CPR. Et ça, c'est quelque chose à bien avoir en tête. Il doit y avoir des moyens suffisants pour réaliser ces missions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par moyens suffisants? C'est déjà une expertise suffisante, ça paraît assez évident, une compétence, évidemment une honorabilité, d'avoir du temps suffisant, ce qui est souvent reproché d'ailleurs à différents organismes où les responsabilités sont souvent additionnées sur une même personne et il faut bien dégager du temps pour cette fonction, pour cette fonction actuarielle. Une hiérarchie élevée parce que cette fonction actuarielle doit avoir un lien avec la MSB, l'accès aux outils et aux informations. Alors, j'insiste sur les outils, qui n'est pas toujours quelque chose de simple, mais la fonction actuarielle doit pouvoir réaliser ses travaux en ayant accès à l'ensemble des informations. L'accès aux personnes et la possibilité de demander des études complémentaires si besoin, la fonction actuarielle et si besoin et si la fonction actuarielle n'est pas en capacité de le faire. Ensuite, elle doit avoir une indépendance dans ses avis, une indépendance pour pouvoir juger en fait la qualité des travaux au sein de l'organisme selon ses prérogatives. Alors, ces prérogatives et ces sujets spécifiques, parce que la fonction actuarielle et toutes les fonctions d'ailleurs ont un rôle spécifique que décrit assez bien la directive. Alors, la directive est d'ailleurs assez précise, hein. Elle rentre bien dans le détail de chacune des missions qui sont données sur un point fonction actuarielle. Alors, il y a les provisions techniques, dont la qualité des données, l'avis sur la souscription, l'avis sur la réassurance, la contribution à la gestion des risques. Et tous ces travaux doivent être réalisés tout au long de l'année par la fonction actuarielle. Alors, comment organiser et réaliser ces missions? Nous avons essayé de mettre en lumière des bonnes pratiques. Alors déjà, nous avons une préconisation sur l'organisation du calendrier de la fonction actuarielle. La fonction actuarielle doit s'organiser pour traiter les sujets en lien avec les opérationnels. C'est ce qui nous paraît le plus efficace. La fonction actuarielle doit traiter les provisions techniques quand elles sont calculées, avoir un avis sur la politique de souscription avec la période de renouvellement et d'indexation, avoir un avis sur la réassurance au moment où les traités sont négociés et traiter la gestion des risques tout au long de l'année en même temps que la fonction spécifique. Alors, tout ça pose la question d'un rapport. On parle d'un rapport unique. Ce n'est pas obligatoirement un rapport unique, c'est un rapport qui peut être divisé en plusieurs parties. Ce qui est sûr, c'est qu'à minima, il doit y avoir une présentation au moins une fois par an à la MSB et que ce rapport doit être tenu à l'autorité de contrôle. Dans un second temps, on a voulu essayer de définir des principes clés du rapport de la fonction actuarielle en opposant ce que n'est pas et ce qu'est un rapport de la fonction actuarielle. Tout d'abord, ce n'est pas un rapport technico-technique, ce n'est pas un rapport à destination de techniciens. Il s'agit d'un rapport qui doit être concis, compréhensible et qui est à destination du conseil d'administration. Et dans son rapport, donc, la fonction clé actuarielle ne devra pas uniquement donc, se concentrer sur le réalisé, mais également intégrer donc, le futur. La fonction clé actuarielle ne doit pas uniquement décrire des hypothèses, elle doit également les challenger, donc en mettant en place, par exemple, des études de sensibilité. Elle doit faire un rapport d'analyse, donc c'est-à-dire qu'elle ne doit pas uniquement faire un rapport d'analyse, elle doit également proposer des recommandations, mettre en place des plans d'action et si des plans d'action sont définis, donc mettre en place un suivi. Ça ne va pas être un rapport uniquement donc, centré sur les provisions, ça va être un rapport exhaustif sur les domaines, sur les sujets à traiter par la fonction actuarielle, donc le provisionnement, la souscription,
la réassurance et la QDD. Et ça ne doit pas être un rapport qui doit enrober la réalité, ça doit être un rapport qui doit rester honnête et transparent, donc sur le temps passé, sur les moyens à disposition de la fonction clé actuariat pour réaliser son rapport. Donc, on est rentré plus en détail donc, dans chaque grande partie, quelles sont les recommandations de la CPR, qui sont bien sûr des recommandations qui sont à adapter à la taille, à l'activité de l'organisme. Et on verra dans une seconde partie comment adapter aussi ces recommandations à l'année 2020, qui est une année inédite. Sur la première grande partie, les provisions, donc l'objectif est de présenter voilà, les provisions. Essayer de comprendre quelle est l'évolution entre solvabilité 1 à solvabilité 2, essayer de comprendre les évolutions d'un exercice à un autre. L'objectif étant aussi de s'assurer que la méthode de provisionnement est adaptée, et ça c'est un sujet important pour cette année parce qu'il y a eu, ça a été une année exceptionnelle, donc il faut bien, la fonction clé actuariat doit s'assurer que la méthode de provisionnement est adaptée. Elle doit également s'assurer, donc mettre en place un backtesting, c'est-à-dire comparer le prévisionnel et l'observer et essayer de comprendre pourquoi on peut observer un écart, par exemple en santé, où on va observer une baisse des prestations donc, qui vont être liées au confinement et peut-être voir s'il y a eu un rattrapage qui a été observé. Et ensuite, essayer de réaliser des études de sensibilité, donc, parce qu'il y a des hypothèses qui peuvent être assez structurantes, donc essayer de mettre en place des études pour voir quels peuvent être leurs impacts sur le montant des provisions techniques. Donc, sur la seconde partie, donc la souscription, il faut émettre un avis sur la souscription, donc voir s'il y a eu peut-être des défaillances dans ce domaine-là et émettre des recommandations si nécessaire. Il faut bien s'assurer, donc la fonction clé actuariat doit s'assurer que tous les risques ont bien été pris en compte, donc les risques exogènes et endogènes. Donc, c'est vrai que l'environnement économique a été fortement bousculé en 2020, donc il faut bien prendre en compte ce risque dans les risques exogènes. Il faut s'assurer également que la souscription est en cohérence donc, avec la gestion des risques. Il faut bien prendre en compte le volet gestion des risques ou, par exemple, sur de l'épargne où les taux sont très bas. On va plutôt orienter l'adhérent vers des contrats en UC ou vers des contrats mixtes plutôt que vers des contrats en euros. Et ensuite, le dernier point assez important, c'est s'assurer de la suffisance des prix. Donc, il y a la fonction clé actuariat émet un avis sur les indexations tarifaires. Il faut essayer de voir, par exemple, quel est l'impact sur la résiliation, notamment, surtout en santé, où on a observé, il y a la mise en place de la résiliation infra-annuelle. Et le dernier point, la réassurance. Donc, la fonction clé actuariat émet un avis sur la réassurance, s'il y a eu des défaillances, s'il faut, et émet aussi des recommandations si elle a observé des défaillances. Elle doit s'assurer que ce programme de réassurance est adapté donc, au profil de risque, à l'appétence au risque de l'organisme. Donc, par exemple, si un risque est exclu du contrat d'assurance, il doit bien être exclu du traité de réassurance. On va également s'assurer que ce programme de réassurance il est résistant, c'est-à-dire qu'il va résister à des scénarios de stress, donc des scénarios catastrophes, donc avec des sinistres très importants, ou des scénarios où il y a une forte hausse de la fréquence des sinistres. Et en dernier lieu, quand on met en place un programme de réassurance, il y a un risque, c'est le risque de crédit du réassureur. Donc, il faut essayer de bien mettre en place un suivi régulier, par exemple, en suivant régulièrement la notation du réassureur. Donc, voilà, il s'agit de toutes des bonnes pratiques données par la CPR qui doivent être, bien sûr, donc il s'agit de beaucoup de choses qui doivent être adaptées, bien sûr, à l'organisme et à son activité et à sa taille. Alors, à la suite de cette présentation réglementaire, en fait, de la fonction, du rôle de la fonction et des bonnes pratiques, on souhaite
savoir un peu le rôle de votre fonction actuarielle cette année. Donc, on a préparé un petit sondage, un petit questionnaire que je vous propose de remplir. Alors, je ne sais pas, normalement, vous devez pouvoir le voir et pouvoir répondre. La question est, dans vos organismes, est-ce que la crise sanitaire a entraîné une intervention de la fonction actuarielle auprès des instances? Est-ce qu'au courant de l'année, il y a eu une intervention spécifique de votre fonction actuarielle auprès des instances? Alors, les instances, c'est votre conseil d'administration. Alors, on est en cours de réponse. Alors, je laisse encore quelques petites secondes pour les derniers de pouvoir répondre, enfin ceux qui peuvent répondre, parce que certains ne peuvent pas y répondre. On arrive sur un score assez équilibré. Alors, je vais mettre fin au sondage. Alors, normalement, vous devez voir la réponse. Alors, peut-être tout le monde n'a pas répondu, mais on a 46% de personnes qui ont dit que oui, la fonction actuarielle a reçu, en fait, une intervention en fait, de la fonction actuarielle au courant de l'année. Enfin, l'instance a rencontré la fonction actuarielle pour voir justement quels seraient les impacts de cette crise sanitaire. Et 54% nous disent qu'ils n'ont pas eu d'intervention, ce qui est un événement quand même significatif et qui fait poser des questions sur le rôle de la fonction actuarielle. Alors, on a une deuxième question qu'on voulait vous soumettre. Arrêtez, partage de résultats. Alors, cette fois-ci, la question est, dans vos organismes, est-ce que la fonction actuarielle intervient dans le processus de qualité des données? Alors là, c'est en cours de réponse. Je vous laisse encore quelques secondes pour que tout le monde puisse y répondre. On est à peu près un nombre équivalent de réponses que pour le premier sondage. Donc, je vais mettre fin au sondage et je vais partager les résultats. Alors, vous avez répondu massivement oui à cette question, c'est-à-dire que la fonction actuarielle intervient dans le processus de qualité des données. Ça fait partie de ses missions réglementaires. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas totalement surpris. On est un peu surpris aussi que 20% nous disent que finalement, elle n'intervient pas. Parce que, comme on l'a dit, ça fait partie de ces missions réglementaires, mais ça prouve aussi que le rôle de la fonction actuarielle dans le cadre de ces qualités de données n'est pas toujours bien précis, pas toujours suffisant, et c'est difficile de se positionner. Alors, on verra dans le détail que la qualité de données fait partie des sujets d'actualité, des sujets importants de 2021, parce que la CPR a communiqué sur le sujet de la qualité des données et on fera un focus un petit peu plus tard. Alors, si on reprend la suite de la présentation, on va essayer de vous présenter en fait les points d'attention sur 2021, en particulier sur les thèmes majeurs des travaux de la fonction actuarielle. Donc, sur la première partie, le premier sujet, c'est le provisionnement. Selon Solvabilité 2, on nous demande de calculer la meilleure estimation possible des engagements de l'organisme. Donc, on se rend compte que l'année 2020 a été quand même assez inédite et qu'il y a eu des faits marquants, la Covid-19, les événements climatiques, le maintien des taux bas, ce qui fait que la CPR a émis des recommandations sur le processus du calcul des provisions. Donc, essayer de bien échanger avec les gestionnaires pour comprendre les sinistres, tout en faisant bien une distinction par là.
S'assurer que la méthode de provisionnement est adaptée. Donc, c'est-à-dire que l'exemple, c'est en non-vie, on utilise ChainLadder de manière assez régulière. Et ChainLadder suppose une hypothèse d'homogénéité entre les années. Et ça, ce n'est pas toujours vérifié. Par exemple, en santé, où on peut voir un ralentissement des prestations. Il y a aussi les hypothèses structurantes qui peuvent avoir un impact important sur l'incertitude autour des provisions techniques. Sur de l'épargne, on peut observer qu'il y a eu au cours de l'année une modification des lois de rachat, une hausse de la mortalité liée à la pandémie. Et sur de la non-vie, on peut avoir les impacts des événements climatiques avec la sécheresse. Donc, il faut bien prendre en compte ces hypothèses et bien les justifier. Et en dernière partie, donc pour les organismes concernés, ne pas oublier donc d'intégrer bien la taxe Covid dans le best estimate de sinistre. Et la CPR rappelle que s'il y a trop d'incertitudes, trop d'écarts injustifiés, il faut bien intégrer de la prudence dans le calcul du best estimate. Alors, ensuite, comme on l'a déjà dit, la fonction actuariat joue un rôle clé, en particulier cette année. Le rapport devrait traiter des éventuelles évolutions ou non-évolutions des modèles en fonction du contexte. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra bien mettre en exergue dans le cadre du rapport. Par ailleurs, elle a encouragé la fonction actuarielle à donner, enfin la CPR a encouragé la fonction actuarielle à donner son avis sur la correcte évaluation des provisions avant la clôture définitive. La clôture étant le 7 avril pour les organismes qui sont soumis à Solvabilité 2, ça laisse plus beaucoup de temps pour pouvoir le faire. En tout cas, ce commentaire de la CPR pose deux questions. Une première question sur est-ce que la fonction actuarielle doit-elle donner un avis sur les provisions techniques? Lorsqu'on relie les verbes qui sont dans le cadre de la provision technique, on est sur de la coordination. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut s'interroger sur la formulation qu'a voulu faire la CPR. En tout cas, aujourd'hui, beaucoup d'organismes ont un rôle opérationnel dans le cadre du calcul des provisions techniques. Beaucoup d'organismes donnent un rôle opérationnel à la fonction actuarielle dans le cadre du calcul des provisions techniques. Et ça, ce n'est pas en désaccord avec ce qui peut être dit dans le cadre des exigences réglementaires. Par ailleurs, ça pose une question aussi sur le calendrier de la fonction actuarielle. Doit-il être obligatoirement revu? Est-ce que l'avis doit être donné en amont des décisions qui sont prises? Là-dessus, c'est encore une question qu'on peut se poser en ayant une réponse assez simple. Pour nous, la fonction actuarielle doit éclairer, doit alimenter, doit donner une assurance au conseil d'administration pour cette prise de décision. Et donc, du coup, il est toujours mieux que cet éclairage soit fait en amont de la prise de décision du conseil d'administration. En tout cas, avec ce qui est donné et ce qui est expliqué dans les différentes communications de la CPR, il est fort à parier que la CPR risque de demander plus de rapports de fonctions actuarielles dans ses contrôles. Donc, il faudra bien se préparer et bien préparer ces rapports dans ce sens. Enfin, la CPR rappelle l'importance des calculs d'incertitude dans le calcul des provisions techniques. Alors, des méthodes assez simples existent en non-vie, comme la méthode de Mercer-Autriche, mais on peut aussi utiliser des tests de sensibilité. Oui. Donc, la CPR a recommandé d'intégrer une incertitude, donc c'est-à-dire que cette incertitude, donc de mettre en place de la prudence. Cette prudence va avoir pour conséquence une incertitude autour des provisions techniques. Donc, c'est pour ça que la CPR a proposé un exemple d'un organisme avec un ratio de solvabilité à 150%. Et on se rend compte que si on a une incertitude de plus ou moins 5% autour des provisions techniques, cela a un impact de plus ou moins 50 points sur le ratio de solvabilité. Donc, vu qu'on a un organisme à 150%, le ratio de solvabilité, l'incertitude est entre 100 et 200%, donc ce qui est quand même assez important.
C'est pour ça que la CPR veut montrer par cet exemple qu'il est important de faire des études de sensibilité, de voir si le ratio se rapproche dangereusement de 100 et de bien communiquer au conseil d'administration le résultat de ces études de sensibilité. La qualité des données. Alors, je me permets d'aparté avant de commencer la présentation de ce slide. J'ai eu beaucoup de questions justement sur la qualité des données que je vais essayer de répondre en direct là en présentant ce slide. Alors, du coup, pour revenir dessus, la qualité des données, c'est un sujet majeur, c'est un sujet que l'on connaît depuis longtemps, qu'on discute depuis longtemps. La CPR l'a rappelé dans sa communication de début d'année. Elle a fait un retour en fait sur le questionnaire d'auto-évaluation qu'elle avait réalisé en 2019 sur l'ensemble du marché, sur l'état d'avancée des organismes sur la qualité des données. Elle a noté un certain nombre de points d'insuffisance. Par exemple, le périmètre de la qualité des données, qui n'est pas assez défini. Doit-on évaluer l'entrepôt de données? Doit-on documenter les contrôles à partir de l'entrepôt de données? La réponse est assez simple, c'est qu'il faut suivre le cycle entier de vie de la donnée. Le périmètre aussi, encore une fois, est-ce que l'on doit prendre l'ensemble des données de l'organisme ou on doit se concentrer sur les provisions techniques? Qui dit provision technique dit marge de risque. Est-ce que l'on doit intégrer la marge de risque dans le cadre de la qualité des données? La réponse est oui. Et si on doit expliquer que pour calculer la marge de risque, et on doit avoir les calculs de SCR, eh bien, les calculs de SCR intègrent ce périmètre-là. C'est l'ensemble des données qui sont intégrées dans le cadre des calculs des provisions techniques. Et ça, nous, on y attache pas mal d'importance parce qu'on pense que pour bien réaliser un processus de qualité des données, il faut déjà travailler sur un périmètre restreint que sur l'ensemble des données. Il vaut mieux un projet qui arrive au bout plutôt qu'un projet trop vaste qui n'arrive pas au bout. Alors, comment on fait ce projet de qualité des données? Eh bien, on s'appuie sur des bonnes pratiques. Alors, les bonnes pratiques, on commence à bien les connaître. Il faut définir des seuils, positionner des cartographies de flux de données, positionner des contrôles, évidemment avoir un dictionnaire des données le plus précis possible. La CPR a d'ailleurs donné quelques points d'amélioration sur le dictionnaire de données qui ne comprennent pas l'ensemble des données. Les données agrégées doivent faire partie en fait de ce dictionnaire des données. L'exemple le plus simple, c'est les modèles points. Lorsque vous calculez des exigences ou des base estimates en vie, vous réalisez des modèles points. Ces modèles points, ce ne sont que des données agrégées. Et ces données agrégées, elles doivent être de qualité, comme toute donnée qui intègre le modèle de calcul des provisions techniques. Donc, elles s'intègrent le dictionnaire des données. Tous ces points d'exigence ont été faits et rappellent aussi l'importance de mettre en place des audits. D'ailleurs, on a fait pas mal de demandes sur ce sujet-là. Voilà, l'idée, c'est de porter aussi une attention sur le processus et sur les axes d'amélioration qui sont autour de la qualité des données. La CPR demande aussi une vigilance sur les données externes, en particulier sur les actifs et sur les périmètres gérés par les délégataires. Donc, comment on fait pour auditer un processus de qualité des données? Ça, c'est la question précise qui nous a été demandée. Quelle méthode préconisez-vous pour auditer la qualité utilisée dans le processus? Alors, nous, on pense que ce type d'audit est des audits qui sont extrêmement importants, qui ne peuvent pas être un audit de la qualité des contrôles. En revanche, il faut que tous ces contrôles soient documentés, soient expliqués, soient justifiés et que les opérationnels puissent émettre un avis sur la pertinence des données et des contrôles qui sont réalisés. Donc, ça se passe beaucoup avec deux types
d'étapes. Une étape où on interviewe chacun des utilisateurs des données pour savoir finalement quel est son avis, son appréciation sur le processus de qualité des données et si la démarche qui est définie dans le processus de qualité des données est bien comprise et bien respectée. Et la deuxième chose, c'est de faire des tests de cheminement. C'est-à-dire qu'on va se mettre à côté des opérationnels et suivre leur travail jusqu'à la réalisation des provisions techniques pour essayer de challenger en fait les contrôles qui sont réalisés ou au contraire qui ne sont pas réalisés et améliorer ces processus. Voilà. En tout cas, c'est vrai que ce chantier par la communication de la CPR reprend toute son importance et là encore, il est fort à penser que la CPR va accentuer ses contrôles sur le sujet. On rappelle également un autre sujet, donc c'est les générateurs de scénarios économiques, où l'ACPR a communiqué en 2020 sur ce sujet et notamment sur l'intervention de la fonction clé actuariale et de la gouvernance qui intervient trop peu dans la mise en place du générateur de scénarios économiques. Elle insiste aussi sur qu'il faut être vigilant en cas d'externalisation de la mise en place du générateur de scénarios économiques qui est souvent externalisé. Donc, c'est pour ça qu'en cas d'externalisation, il est recommandé de réaliser des tests statistiques réguliers afin de s'assurer donc de la martingalité et de la market consistency du générateur de scénarios économiques. Et ensuite, donc avec ces tests, de regarder si les seuils ont été dépassés ou non. Et si les seuils sont dépassés, de mettre en place, de ne pas oublier, donc de mettre bien en place des plans d'action. Et ensuite, donc le dernier point qui fait rappel à l'autre communication de la CPR, donc les tests de sensibilité. C'est-à-dire que voilà, il y a une forte incertitude autour des provisions techniques. Et dans ce rapport, dans cette communication, elle rappelle également qu'il y a des tests de sensibilité parce qu'il y a des hypothèses structurantes qui ont un impact, qui peuvent faire varier de manière assez importante les provisions techniques. Donc, on peut rappeler donc, tout ce qui est calibrage de modèles ou certains paramètres sont définis à dire d'experts, ou par exemple, on peut aussi citer les lois de rachat qui ont pu être impactées au cours de l'année 2020. Sur un second point, la souscription. Donc la souscription, ce qu'on a observé au cours de l'année 2020, donc surtout, donc, ça a été un point de vigilance sur la couverture des pertes d'exploitation. Ce qu'on a observé, c'est que la pandémie était plus ou moins clairement exclue des contrats. Donc ça a mis en exergue un point de vigilance, c'est-à-dire qu'il faut ce point de vigilance de manque de connaissance des contrats et peut-être un manque de maîtrise du périmètre des courtiers. C'est pour ça que l'ACPR recommande donc à la fonction actuarielle de s'assurer de l'adéquation des contrats avec la politique de souscription et donc de bien relire tous les contrats pour avoir une connaissance solide en termes de souscription. Et donc, dans un second point, l'année 2020, il y a aussi le point de la suffisance des primes. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une modification des comportements. On a vu une hausse de la portabilité sur les contrats collectifs, donc en santé et en prévoyance, aussi un retard de paiement des cotisations. Et aussi, on s'est rendu compte que les Français avaient tendance à plus placer leur argent sur des livrets A plutôt que sur de l'épargne. Donc, il faut mettre en place un suivi de la décollecte. Et aussi, un point d'attention, c'est les indexations tarifaires. On a observé qu'il y a eu quand même un ralentissement pour de nombreux organismes des prestations. Donc, il y a eu une réflexion sur la non-indexation tarifaire. Il faut bien que la fonction actuarielle rappelle que si l'indexation tarifaire n'est pas mise en place, cela peut engendrer une dégradation du ratio P sur C à long terme. Alors, en ce qui concerne la réassurance, la fonction actuarielle peut profiter de cette année pour relire les contrats et s'assurer de l'exhaustivité de la prise en compte des risques ou au contraire de regarder si on n'est pas assuré pour des risques finalement relativement faibles. Je peux vous donner un exemple là-dessus. Il y a plusieurs années, certains réassureurs avaient vendu en fait des contrats pandémie.
Donc, on se rend compte qu'ils ont très peu été déclenchés en 2020. Peut-être réfléchir un peu, pour ceux qui ont ce type de contrat, de la pertinence en fait d'avoir cette couverture. Il convient aussi de réaliser des tests de sensibilité pour s'assurer de la correcte couverture de réassurance. Ça, c'est quelque chose de classique. Ça se fait en partenariat avec la fonction gestion des risques, principalement dans le cadre de l'ORSA, pour s'assurer qu'en cas de scénario adverse, scénario extrême, on a une bonne couverture de réassurance. Il convient aussi peut-être de regarder le risque de crédit des réassureurs qui pourrait évoluer, qui pourrait augmenter en fonction des évolutions de la crise. Ça, c'est un léger point d'attention. Alors, en ce qui concerne la gestion des risques, eh bien, on a remarqué que la pandémie qui a eu lieu et qui a été surtout pris de plus grande ampleur au moment du premier confinement, on a vu que très vite, eh bien, il y avait une chute du CAC 40 en mars 2020, que les taux ont très fortement évolué à la hausse en mars, pour après redescendre progressivement tout au long de l'année pour arriver encore à un niveau encore plus bas que lors du dernier arrêté 2019. Donc, on a des fortes variations courant de l'année, cette chute du CAC 40 qui finalement a été compensée par une hausse sur la fin d'année, arrivant à des niveaux pas si éloignés de l'année dernière. Et ça a posé la question en fait de la fréquence des indicateurs et sur des indicateurs pragmatiques à mettre en place pour pouvoir remonter les bonnes alertes au niveau de la gouvernance. Ça, c'est des travaux que l'on a pu faire. On a eu des demandes, alors des demandes qui étaient spécifiques à certains organismes, mais aussi des demandes qui avaient été faites directement par la CPR, qui a demandé à ce que des organismes mettent en place en fait des indicateurs spécifiques pour pouvoir suivre en fait l'évolution mensuelle de cet environnement qui était un environnement quand même très incertain. On a pu mettre des ratios de solvabilité calculés avec des proxys, des taux de résiliation, des nombres de sinistres, des taux de sinistres, des suivis de l'activité. Tous ces indicateurs finalement ont permis de pouvoir mieux appréhender et prendre les meilleures décisions face aux différents événements que l'on pouvait observer. Ces indicateurs, finalement, elles ont été assez pragmatiques et assez intéressants, et pour la plupart, ils ont maintenu en fait la mise en place de ces indicateurs mensuels dans leur activité annuelle. Alors, pour conclure, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'année 2021 sera l'occasion pour la fonction actuarielle d'exister encore plus et de démontrer sa valeur ajoutée. C'est une année excitante où les sujets sont nombreux, les attentes de la CPR sont grandes. C'est vrai, elle a beaucoup communiqué sur ce qu'elle attendait, donc on voit que ces attentes sont importantes. L'avis de la CPR sera donc bien considéré, l'avis de la fonction actuarielle sera bien considéré dans les contrôles de la CPR. Cette fonction actuarielle est le référent de la CPR sur ces sujets. En revanche, on pense, et c'est peut-être un biais, c'est que la fonction actuarielle ne devra pas exister uniquement comme une fonction de contrôle. Elle devra faire avancer les sujets et travailler sur des recommandations et sur des plans d'action. La fonction actuarielle ne doit pas juste donner un avis documenté, mais aussi aider l'organisme à s'améliorer sur tous ces sujets, tous ces sujets techniques. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette fonction actuarielle. Cette fonction actuarielle dont les enjeux sont importants, et on pense que vu l'attrait que vous avez eu à venir à ce webinaire, vous avez tous conscience de ces sujets-là. Alors, ce que je vous propose, c'est de relire un peu les questions. Alors, on a eu quelques questions qui ont été posées. On a une première question qui est: pour les comptes statutaires, faut-il comprendre un avis sur les provisions comptables, comptes sociaux S1? Alors,
c'est une très bonne question. Les pratiques qui sont faites chez chacun chez chacun des acteurs sont assez variées. Pour le coup, il y a certains acteurs qui n'intègrent pas les provisions comptables, d'autres acteurs qui les intègrent. Alors, la directive parle bien des provisions techniques S2 et les bonnes pratiques, c'est de toutes les façons vérifier le niveau de ces provisions Best Estimate par rapport aux provisions comptables. Donc, il y a bien une comparaison qui est faite entre le provisionnement comptable et le provisionnement S2. Donc, c'est vraiment un jeu de différence entre ces deux évaluations sur lequel on doit donner un avis. Donc, indirectement, l'avis se pose sur ces provisions comptables. Il y avait aussi une question un peu plus pratique qui demandait est-ce que les supports seront diffusés aux participants? Donc, bien sûr, on vous transmettra les supports et on mettra aussi en place un replay pour ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire. Alors, il y avait une question aussi. Avez-vous un retour de place sur l'actuelle intégration de la taxe Covid au Best Estimate suite à la communication de la CPR? Alors, bon, la taxe Covid pour les mutuelles santé est une taxe qui est intégrée dans les provisions comptables et qui s'intègre donc dans le Best Estimate. Ça, c'est assez... il n'y a pas vraiment de débat. Il y a un débat philosophique de se dire finalement pourquoi je vais intégrer un calcul de SCR sur quelque chose qui est certain, puisque c'est une vraie incertitude. En revanche, lorsqu'on est en formule standard, lorsqu'on applique concrètement la formule standard, on doit bien prendre le niveau de Best Estimate fois une volatilité. Et ça, il n'y a pas de doute par rapport à cela. Et donc, du coup, si on applique les textes, si on applique vraiment la formule standard, eh bien, il faut bien prendre en compte la taxe Covid dans le SCR non-vie et dans le SCR et dans la marge de risque, ce qui peut paraître indirectement pas justifié puisqu'il n'y a pas de volatilité autour de cette taxe, mais c'est bien ce que l'on doit faire dans la pratique. On avait une autre question. Donc, est-il préconisé de réaliser un ORSA ad hoc compte tenu de la situation exceptionnelle? Donc, tout d'abord, dans les politiques écrites, donc parfois dans la politique écrite ORSA, il est indiqué pour certains organismes qu'un ORSA exceptionnel est mis en place dans le cadre d'une pandémie. Donc, il faut bien relire la politique ORSA pour s'assurer si il faut mettre en place, compte tenu de la politique écrite, un ORSA exceptionnel. Et si on se rend compte que ça a pu impacter fortement la solvabilité de l'organisme, c'est vrai qu'il peut être recommandé de mettre en place un ORSA exceptionnel. Tout à fait. Donc, on avait aussi une demande, c'est la fonction clé peut-être être sous-traitée. Enfin, peut-être sous-traitée, me semble-t-il. Dans ce cas, quels sont les éléments réglementaires précisant l'articulation entre la fonction clé, le sous-traitant, et la fonction clé gestion des risques? Eh bien, il n'y a pas vraiment d'éléments réglementaires. Ce qui est sûr, c'est que même si la fonction clé est sous-traitée, il y a un représentant en interne au sein de l'organisme. Ce représentant est le référent. Il est le référent et c'est lui qui fait la relation entre la fonction clé gestion des risques et la fonction actuariat. Et il peut s'appuyer sur des sous-traitants pour réaliser une partie de ses missions, mais c'est lui qui porte la responsabilité. Donc, il n'y a pas d'interaction entre le sous-traitant et la fonction de gestion des risques sans un accord préalable de la fonction clé actuariat. Alors, on avait une remarque aussi qui est arrivée plus dans le chat qui nous rappelle bien que un oubli de la taxe dans le Best Estimate de sinistre introduirait un écart à S1, S2 qui augmenterait à tort les fonds propres prudentiels. Oui, on est bien d'accord avec ça. La taxe est bien intégrée dans le cadre du Best Estimate. Ça, je ne l'ai pas assez rappelé, mais c'est bien la pratique et c'est bien ce qu'il faut faire.
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions suite à ce webinaire? En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Vous avez été très nombreux présents, donc j'espère que ça vous a intéressé. Alors, comme le disait bien Élise, c'est qu'on va vous envoyer un mail avec le support et avec la vidéo de et l'enregistrement en fait de ce webinaire pour que vous puissiez le réécouter si vous avez des questions. Et évidemment, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter, à nous poser des questions pour qu'on puisse discuter de vos problématiques, discuter de vos interrogations. C'est des sujets qu'on aime bien, donc on est vraiment content de discuter avec vous lorsque vous avez des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup.